L'immobilier locatif, ce n'est pas magique. C'est une discipline, une stratégie, une structure et surtout du temps. Si tu veux devenir millionnaire en une année et acheter ta première Lamborghini dans les prochains mois, malheureusement, c'est pas possible grâce à l'immobilier. Tu peux y arriver avec d'autres moyens. Personnellement, ça fait une quinzaine d'années que j'investis en immobilier en Belgique et j'ai bossé dur pour me créer ce patrimoine qui vaut aujourd'hui plus de 6 millions d'euros. Mais je suis pas autant milliardaire où j'ai pas tous les mois des millions d'euros sur mon compte en banque. L'argent que je génère grâce à ce parc immobilier me permet d'avoir suffisamment de finances pour vivre une vie libre, voyager et surtout ne pas avoir de contraintes d'un patron ou d'un système ou d'un CDI. Me payer des voyages de luxe à Dubaï et avoir des Rolex au poignet ou des Lamborghini, ça m'a jamais intéressé. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir une ressource d'argent stable et sécurisante pour ma pension. Et surtout, vouloir vivre aujourd'hui la vie que j'ai envie de vivre et pas attendre ma pension à 67 ans pour avoir 1 400 € de revenus nets et enfin vivre des expériences à ce moment-là. Du coup, dans cette vidéo, j'ai voulu condenser toutes les stratégies à mettre en place pour faire de l'investissement locatif. Dans un instant, tu sauras exactement comment te bâtir un parc immobilier sécurisant et rentable. La première chose que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est avoir un mindset d'un investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu travailles certainement et tu génères de l'argent. Si tu restes dans ce mode de fonctionnement, donc troquer ton temps contre de l'argent, tu risques à un moment donné de te retourner sur ton lit de mort et de te dire « Ah purée, j'aurais voulu avoir plus de temps pour profiter de mon argent ». Sache aujourd'hui que tu peux tout bousculer. Grâce à l'investissement, tu peux faire travailler ton argent, utiliser ta situation professionnelle et ton épargne pour arriver à créer des ressources qui, à terme, vont te permettre, si tu le souhaites, de quitter ton travail. Je dis pas que tu dois faire ça, mais cela te donnera une option. Et donc retiens que tu dois avoir le mindset de faire travailler l'argent pour toi. C'est une chose qu'un des livres les plus connus, Père riche, Père pauvre, nous apprend directement. Je t'invite à aller lire cette lecture si tu ne l'as jamais fait. Ensuite, en termes de stratégie, la première chose à faire, le point numéro 1 avant de te lancer, c'est de comprendre et de connaître ta capacité d'emprunt. Quel est le montant d'acquisition que tu vas pouvoir aller viser ? Parce que je vais pas te mentir, pas plus tard que hier matin, une personne me contacte pour me poser quelques questions sur les réseaux sociaux et il me dit « Arnor, je suis en train d'acheter un immeuble de 500 000 € et malheureusement, je trouve pas de banque. Est-ce que tu peux m'aider parce que sinon, je suis dans les ennuis, je vais devoir rembourser 10% d'apport. » Et je lui pose 2-3 questions, donc c'était sur Instagram, il m'explique ses revenus, il m'explique ses charges, je prends tout en considération, je fais un rapide calcul et en fait, par le calcul que je détermine que sa capacité d'emprunt lui permettait de faire un projet à 280 000 € maximum. Donc c'est normal que toutes les banques vont lui fermer les portes et il ne va pas avoir une porte qui va s'ouvrir parce que sa capacité d'emprunt est limitée à 280 et lui se projette sur un projet qui est beaucoup plus cher. Donc la base, c'est de savoir quel est le montant d'acquisition que vous pouvez acheter. Si tu démarres dans l'investissement immobilier, une des choses que je peux te dire sur ce point 1, qui est la capacité d'emprunt et l'endettement et le crédit, c'est d'essayer d'avoir une durée la plus longue possible. D'ailleurs, j'ai un investisseur très connu qui dernièrement m'a partagé sa stratégie qui l'a permis de s'enrichir. Écoutez bien, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il a fait, c'est qu'au début de sa carrière, il a acheté beaucoup d'immobilier en ayant des durées les plus longues possibles et en utilisant des crédits relativement agressifs. Je vais vous en parler dans un instant. Quels styles de crédit peuvent être intéressants. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté plus d'une dizaine de biens pendant quelques années. Et puis, sa stratégie, c'était de quoi? C'était de les premiers biens qu'il a achetés, les revendre à un moment donné pour finalement avoir une toute petite partie de crédit, voire avoir même des biens qui sont plus sous crédit. Et finalement, ce qu'il aura fait, c'est quoi? C'est que pendant un espace-temps, il aura accumulé des biens, accumulé des crédits. Mais comme le prix de l'immobilier monte et que s'il a bien acheté et que s'il a fait des travaux, on va en parler de tout ça dans un instant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence entre son inscription hypothécaire et la valeur de ses biens. Ça veut dire que, prenons un exemple, il a acheté 10 biens immobiliers et ces 10 biens valent 3 millions, mais que ses crédits, c'est 2 millions. En fait, il a 1 million de différence. Ça veut dire que s'il est malin, ce qu'il peut faire, c'est que tout simplement, il peut vendre pour 2 millions de biens immobiliers et garder 1 million de biens immobiliers et juste ne plus avoir de crédit. Et évidemment, ce 1 million d'euros de biens immobiliers, s'il a bien investi, il peut avoir du cash flow net, il n'a plus de crédit. Ça, c'est une stratégie qui est assez intéressante. Mais c'est pour ça qu'au début de votre carrière, vous devez allonger
un maximum les durées de crédit. Je vous parlais tout à l'heure aussi de sortes de crédits qui peuvent être intéressantes pour démarrer vos projets d'investissement. Il y a deux crédits que je trouve relativement intéressants, c'est le Crescendo et le Bullet. Le Crescendo dit en fait que quand vous démarrez ce crédit, les mensualités sont plus faibles et puis les mensualités augmentent. Mais si vous avez une stratégie à un moment donné de revendre pour faire ce que je viens de vous expliquer dans l'exemple de mon ami investisseur. Ou si vous avez une stratégie où vous voulez emmagasiner beaucoup de cash parce que c'est ce qui vous manque et vous avez besoin de réinvestir et de créer du cash. Pourquoi pas utiliser ce Crescendo? Parce que le Crescendo dit que peut-être que les premières années, vous allez avoir une mensualité de 750 et puis ensuite, dans X temps, les mensualités vont monter à 900 et puis à X nombre d'années, elles vont encore évoluer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'au début de notre carrière d'investisseur, on soit assez agressif pour acheter, enchaîner. Et puis à un moment donné, ou bien refinancer avec un crédit qui est traditionnel à taux fixe, ou bien, pourquoi pas, revendre une partie du parc, comme je le disais tout de suite, et garder uniquement des biens qui sont plus à crédit. Ça, c'est le Crescendo. Le Bullet, c'est un crédit qui finalement, dans lequel on ne rembourse pas 100% des capitaux et des intérêts. C'est un crédit sur lequel on va rembourser une partie des capitaux et des intérêts. Ça veut dire que à un moment donné, on va devoir rembourser ces capitaux. Mais ça nous permet d'avoir à nouveau une mensualité plus faible. Qui dit mensualité plus faible, dit capacité d'emprunt qui est plus importante, endettement qui reste disponible et surtout cash flow plus important. Attention, dans certaines situations, il est quand même intéressant de rembourser des capitaux et pas de capitaliser uniquement sur le cash flow qu'on récupère. Donc vraiment à voir par rapport à votre situation. Tout ce que je vous partage, voyez-les comme des flèches que je vous rajoute à votre arc. Donc premier point, on l'a compris, c'est bien maîtriser sa capacité d'endettement, bien sélectionner ses type de crédit et être suffisamment agressif au début de votre carrière d'investisseur pour pouvoir emmagasiner un maximum de biens dans les premières années. Le point numéro 2, c'est acheter de manière rationnelle et non émotionnelle. Et ça, c'est une stratégie sur laquelle je vois beaucoup d'investisseurs débutants se planter. Car une bonne affaire se fait à l'achat. Et j'ai déjà vu énormément de débutants se laisser aller dans l'émotionnel. Qu'est-ce que ça peut être l'émotionnel? Exemple numéro 1. Un investisseur débutant qui se laisse aller dans un achat car ça fait une vingtaine de visites qu'il fait et il en a marre de chaque fois se faire avoir un nom, de chaque fois se faire avoir par un médecin, par un avocat qui lui passe devant. Et du coup, émotionnellement, il se dit « j'en ai marre, je prends celui-ci ». Et il prend celui qu'on lui laisse, entre guillemets. Ça, c'est un achat émotionnel. Un achat émotionnel, ça peut être aussi un achat sur lequel on se dit « waouh, j'adore le bien, j'adore cette cuisine, j'adore cette salle de bain ». Il y a quelque chose qui plaît dans le bien. Et du coup, l'investisseur débutant se laisse aller à acheter un bien qui finalement peut-être n'est pas rentable. Le rationnel, lui, c'est plutôt le fait de se dire « Ok, moi j'ai telle capacité d'emprunt et pour obtenir les objectifs que je souhaite, donnons un exemple, je souhaite générer 2500 € net de l'immobilier dans X années, eh bien moi j'ai besoin de générer X montant de cash flow net par bien immobilier et X montant de rendement. Si ce bien immobilier ne vous apporte pas ce qui va vous faire avancer vers votre objectif, pourquoi est-ce que vous allez l'acheter? Ça ne sert à rien. Donc, ne perdez jamais de vue votre vrai objectif et décortiquez comment vous allez obtenir votre objectif. D'ailleurs, si ton souhait c'est d'investir et de créer des revenus passifs de l'immobilier, je viens de mettre en ligne une vidéo de 7 minutes accompagnée d'un document de 26 pages qui t'explique exactement les étapes que tu peux suivre pour te créer un vrai revenu de l'immobilier et sécuriser tes revenus. Tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description et le télécharger directement. Le point 3, c'est un point qui est certainement un des plus importants. C'est le fait d'exploiter des leviers très peu connus par les investisseurs débutants. On va parler par exemple du différé partiel. Le différé partiel, c'est comme le crédit bullet, mais seulement sur une période de temps X parce qu'on fait des travaux. Il faut savoir que quand on demande des travaux, en général, on l'intègre au crédit hypothécaire avec du coup le même taux d'intérêt et que dans certaines banques, on peut garder ce différé partiel jusqu'à 24 mois. C'est le maximum que j'ai déjà entendu. Et c'est très intéressant parce que du coup, pendant 24 mois, donc 2 ans, on va payer uniquement une partie intérêt, peut-être un peu de capitaux parce qu'on va quand même ponctionner du crédit travaux, mais ce qui nous permet pendant 2 ans d'avoir une mensualité qui est beaucoup plus petite. Donc si vous prenez un différé partiel de 24 mois, mais que vous pliez littéralement vos travaux en 6 mois, ce qui se passe, c'est que vous avez encore 1 an et demi où vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit mensuel qui sera beaucoup plus petit. Et du coup, vous emmagasinez beaucoup plus de cash et vous pouvez le réinvestir ce cash plus rapidement, plus facilement. Un bon levier, c'est également le réinvestissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un bon investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un bien qui va être légèrement sous-évalué. Un bien qui va être par exemple valorisé sur base d'une expertise à 200 000 €. Mais lui, il l'a acheté 175 000 €.
Donc il a créé 25 000 € de différence. En plus de ça, lui, ce qui va faire le bon investisseur, c'est qu'il va faire des travaux. Des travaux qui vont vraiment apporter une valeur à son bien. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'il aura peut-être pris un crédit travaux à 100 000 €, alors qu'en fait, les travaux lui ont apporté 125 000 € de valorisation supplémentaire. Ça veut dire qu'il a créé 25 000 € de valeur dans les travaux et 25 000 € à l'achat. Ça veut dire que en un projet immobilier, il a amélioré la valeur de 50 000 €. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ces 50 000 €? Tout simplement, il peut aller à la banque. Dès qu'il a terminé les travaux, qu'il a mis en location pendant quelques mois, en général, les banques vont demander 3 à 6 mois d'antécédent de loyer. Et dès les 6 mois maximum, vous pouvez aller à la banque et faire « Hey, bonjour monsieur le banquier, vous vous souvenez, j'ai acheté ce bien, j'ai eu autant de crédit, aujourd'hui la valeur elle est d'autant. » Vous voyez, il y a une différence de 50 000 € entre l'inscription et la valeur. Est-ce que vous pouvez me les reprêter ces 50 000 € pour soulever un autre crédit? Vous voyez, je gère pas mal. Et là, la banque, elle vous dit « Yes, let's go ». Après, le jeu, ce sera de se dire avec 50 000 €, qu'est-ce qu'on peut soulever? 50 000 €, c'est un peu peu, donc il faut faire d'autres montants un peu plus importants, mais c'est déjà pas mal, mais vous avez compris le jeu. Ce genre de petit levier fait toute la différence. J'espère que vous avez noté. La quatrième stratégie à mettre en place, c'est utiliser des modes d'exploitation performantes. Louer son bien en traditionnel, c'est bien, mais c'était pour il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire de la colocation ou du moyen terme ou de la location courte durée. Ces modes d'exploitation-là, en privé en tout cas, je ne vais pas rentrer dans des explications de biens qu'on pourrait faire en société. Je fais quand même une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important. Quand on est en société, on est imposé à 20-25% dépendant de son régime. En général, c'est plutôt 25%. Les premières années ou les premières tranches, c'est plutôt 20%. Mais quand vous êtes en privé, si vous louez un bien professionnel, malheureusement, vous allez être imposé à une tranche d'impôt qui est vraiment pas bonne. Du coup, si vous achetez un bien en privé et que c'est par exemple, vous le louez à un pizzaiolo ou à un restaurant qui vend des pizzerias, vous allez être imposé. Alors que si vous achetez un bien en privé et que vous faites une colocation ou vous faites un bien en moyen terme ou vous faites un bien que vous louez en traditionnel, vous n'êtes pas imposé. Vous allez uniquement payer le cadastre. Par contre, si vous êtes en société, là, vous avez un monde de possibilités qui s'offre à vous. Vous pouvez faire un centre médical, comme moi j'ai fait par exemple il y a 1 an et demi. Vous pouvez également louer des commerces. Vous pouvez développer des business dans l'immobilier. Il y a plusieurs choses à faire. Restons focus sur la partie privée pour pas trop s'éparpiller. En privé, aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est la colocation. Pourquoi? 1, c'est en forte demande. 2, c'est extrêmement clair au niveau légal. Et 3, c'est extrêmement rentable. Le moyen terme, c'est quoi? C'est le fait de dépasser 90 jours de mise en location. Vous pouvez, par exemple, à Bruxelles, louer à quelqu'un qui vient travailler aux institutions. Ou vous pouvez faire du Airbnb, mais à plus de 90 jours. Et ça vous permet finalement de ne pas être dans la législation courte durée, qui elle devient un petit peu complexe. Surtout à Bruxelles, en Wallonie c'est un tout petit peu plus relax, mais quand même ça se resserre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 98% des biens qui sont en Airbnb en Belgique sont clandestins. C'est une stat officielle. Pourquoi? Parce qu'un bien qui est répertorié résidentiel ne peut pas être transformé en bien qui a pour but une location touristique. Ça veut dire que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous pensez que vous allez acheter un appartement pour le louer en Airbnb, ce n'est pas légal. Vous pouvez le faire, mais si les instances fiscales ou je ne sais pas quel organisme de contrôle observe ça en Belgique, vous aurez des amendes. J'ai déjà entendu des personnes qui ont reçu des amendes. Évidemment, c'est possible de faire du Airbnb légalement reconnu. À Bruxelles, par exemple, il va falloir trouver un espace bureau ou un espace commercial sur certaines communes qu'on peut faire passer en location courte durée. C'est un parcours du combattant, on va pas se mentir, mais c'est encore possible. Donc pour moi aujourd'hui, il y a 2 modes d'exploitation qui sont encore faciles administrativement, légalement clairs, extrêmement rentable, c'est la colocation et le moyen terme. Oubliez la location traditionnelle. La 5e stratégie qui est extrêmement importante, c'est de construire un système durable. Je vois énormément d'investisseurs qui ont déjà acheté 3, 4, 5 biens et qui finalement ont constitué un parc immobilier qui n'est plus légal. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas qu'en Belgique, on a un mécanisme qui s'appelle la requalification, qui dit que si le fisc voit que vous enchaînez les biens immobiliers, vous enchaînez les achats, à un moment donné, il peut juste vous requalifier en professionnel. Parce que sous plusieurs critères, il va se dire, bah oui, cette personne est professionnelle, elle n'achète pas en bon père de famille. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a des vidéos où je parle du passage en société et de la requalification de manière plus concrète et plus précise.
En attendant, pour cette vidéo, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter tout d'abord des biens en privé parce que c'est là que vous allez être le plus rentable et que vous allez faire le plus de cash flow parce que à nouveau, on n'est pas imposé sur les revenus locatifs privés et dès que vous en avez acheté quelques-uns, il faut vous préparer à passer en société pour faire patte blanche au fisc belge et pour que vous ne soyez pas requalifié en professionnel. Parce que je peux vous dire que la requalification, elle fait très mal. Ce point est extrêmement important car quand à un moment donné vous avez été trop loin, c'est compliqué. Je vous donne l'exemple d'une cliente qui a plus de 70 unités en privé. Elle ne vit que de ça. Donc, elle est clairement professionnelle aux yeux du fisc. Elle a de la chance, elle s'est pas encore fait attraper. Donc, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, Arnor, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vendre. Comme ça, je diminue un peu mon parc privé et je peux peut-être racheter des autres biens en société. Et je lui dis, non, surtout pas faire ça. Si tu vends des biens et que tu vas, du coup, toucher des plus-values, ok, tu vas payer un tout petit peu de taxation sur la plus-value dépendant de certains critères. Mais pour la plupart, si tu as dépassé 5 ans, il n'y a plus de taxe sur la plus-value. Ça veut dire que le fisc, quand il va devoir vendre un bien, 2 biens, il va se dire, attends, elle est en train de vendre 2 biens là, elle s'en met plein les poches, elle paye pas d'impôts parce qu'elle a passé 5 ans, je vais quand même aller voir dans son dossier. Et puis quand ils vont voir dans son dossier, là ils voient qu'elle a plein de biens et qu'elle est professionnelle. Donc quand tu as trop de biens, si tu les vends, c'est directement alerte rouge au niveau du fisc. Me demandez pas comment est-ce qu'il le contrôle, mais c'est pas conseillé. J'ai fait pas mal de consultations au niveau des avocats fiscalistes spécialisés dans l'immobilier et spécialisés dans la création de patrimoine pour Belges. C'est des choses qui sont vraiment red flag. Donc ne le faites pas si vous êtes dans ce cas-là. Le point numéro 6, c'est une petite stratégie spécifique qui peut faire toute la différence pour vous. Vous le savez, aujourd'hui on est dans une situation où le parc immobilier belge est vieillissant. Et ce que veulent faire les institutions européennes et la Belgique, c'est venir améliorer ce qu'on appelle la performance énergétique de tout le parc immobilier belge parce qu'il consomme beaucoup en CO. Du coup, il y a beaucoup de biens immobiliers qui ont des PEB F ou G, qui vont être sur le marché, qui vont être à des prix plus bas. Pourquoi? Parce qu'un bien qui a un PEB G vs le même bien qui a un PEB A, ne va pas être coté de la même manière. Et du coup, il y a beaucoup de propriétaires qui vont vouloir se débarrasser de ces biens immobiliers. Et nous, en tant qu'investisseurs, on va être là pour les récupérer, les rénover de la meilleure des manières pour améliorer la valorisation, comme on en parlait tout à l'heure, et venir après, venir le louer en no rendement. Moi, c'est littéralement ce que je vais faire dans les prochains mois, les prochaines années. C'est que focus mon énergie sur acheter des biens qui ont des PEB qui sont vraiment pourris pour avoir des prix d'achat qui sont top et venir les rénover et venir améliorer ma valeur immobilière. Je vous conseille de faire exactement la même chose. J'aimerais vous donner une dernière petite stratégie, la stratégie numéro 7, qui est vraiment pour la personne qui n'est pas encore propriétaire de biens immobiliers, qui a un CDI, qui a un petit peu d'épargne, mais peut-être son épargne n'est pas énorme, peut-être à 5, 15 000, voire 20 000 euros d'épargne. Ce que je te conseille si tu as cette situation, parce que je m'adresse directement à toi, c'est un petit conseil parce que je le vois énormément. Dans les membres qui rejoignent notre programme, on a plein de personnes qu'on a aidé à faire ça et je pense vraiment qu'elle peut t'aider du coup à passer le pas. C'est faire ce qu'on appelle l'affectation hypothécaire. C'est-à-dire que tu vas affecter un bien immobilier d'un proche pour un projet à toi. Je te donne un exemple concret. Tu t'appelles Kevin, tu as 26 ans, tu as un CDI, tu as 15 000 euros d'épargne et tu veux faire ton premier projet d'immobilier. Ce que tu peux faire, c'est venir demander à ton papa d'affecter son bien immobilier, donc de le mettre en garantie pour ton projet à toi. Dès que tu auras remboursé suffisamment de capitaux, tu pourras libérer la garantie que tu avais prise de ton papa, le laisser tranquille et continuer ta vie comme un grand garçon. C'est un mécanisme qu'on utilise souvent qui est très fort. Alors, en tant que primo-acquéreur, il faut savoir aussi qu'il y a une deuxième technique qui est vraiment bien, une deuxième stratégie qui est très utilisée, c'est prendre les avantages primo-acquéreurs. Que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, aujourd'hui, il y a des avantages à acheter son bien et à y habiter. Alors nous, ce qu'on conseille beaucoup à nos membres, c'est d'acheter son premier bien, bénéficier des avantages fiscaux, parce que dans cette situation, tu vas venir payer entre 10, 15, 20 000 euros maximum. Tu vas devoir effectivement y habiter, te domicilier. En Wallonie, c'est 3 ans. À Bruxelles, c'est 5 ans. Mais ça ne veut pas dire que après avoir fait cette opération-là, qui t'a permis d'être propriétaire d'un premier bien, tu peux pas après 6-12 mois déjà acheter un autre bien et un bien qui est purement d'investissement. Mais le premier, au moins, tu as bénéficié d'un atout fiscal que l'État belge nous donne. Et enfin, il nous donne quelque chose, alors il faut le prendre. Parce que ça nous lance vraiment. Parce que quand je façonne des plans d'investissement avec des membres de notre accompagnement Libre TFG, si notre membre achète sa résidence principale avec l'abattement et qu'il a par exemple 70 000 euros d'épargne, si on fait 70 moins 15, parce que les premiers 15 000, il les a mis dans sa résidence principale et il a pris les avantages primo-acquéreurs. Mais le deuxième bien, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est qu'il peut venir mettre le reste de son épargne pour son projet d'investissement locatif, 6 à 12 mois après. Et qu'est-ce qu'il fait sur l'achat 3, par exemple? Il pourrait prendre l'affectation de son papa et venir acheter un troisième bien immobilier. Qu'est-ce qui se passe à l'année 4? Là, s'il a bien acheté
sa résidence principale, il va pouvoir commencer à prendre des garanties sur ce bien-là pour acheter son 4e bien. La roue, elle tourne, il commence à investir de manière massive, de manière répétée et il avance vers son indépendance. C'est un exemple. Pour finir, j'aimerais te rappeler que l'investissement immobilier, ça prend du temps, ça demande une situation et des ressources, mais ça demande également des compétences. Mais que tout ça ensemble peut faire de sorte qu'en 5 à 15 années, tu crées un vrai revenu pour toi, une vraie ressource stable et tranquillisante pour que tu puisses plus vivre la vie que tu entends ou pour que tu puisses prévenir ta pension et vivre tes vieux jours paisiblement. Si tel est ton souhait, j'ai créé un document de 26 pages dans lequel je te partage exactement les étapes que j'ai mis en place pour moi arriver à bâtir un parc immobilier de plus de 6 millions d'euros. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description et tu pourras directement le télécharger. Je te dis à bientôt sur la chaîne.